Questions en fin de séance. On va vous demander pendant l'intervention de couper vos micros, ce sera plus confortable pour tout le monde. Et je laisse la parole à Christine Aureau qui va vous présenter notre intervenant du jour. Bonne conférence à tous. Merci Julie, et puis merci à vous toutes et toutes de vous être connectés. C'est effectivement la deuxième séance d'un tout nouvel outil qui vous est proposé maintenant, qui est intitulé de façon un petit peu pompeuse peut-être, c'est la formation sur tout ce qui est biodiversité. Bon, comme vous le savez, notre programme patrimoine et l'action de la Fondation en faveur du patrimoine naturel et de la biodiversité monte fortement en puissance depuis déjà 2 ans. Et du coup, comme c'est un sujet qui est éminemment complexe, on a bien conscience que vous avez tous besoin d'avoir quelques outils et une culture peut-être un petit peu plus forgée sur ce sujet. La Fondation, qui, comme vous le savez, s'est dotée d'un conseil scientifique il y a pile un an, c'était en décembre 2022, a donc demandé à ce conseil scientifique de lui prêter main forte pour ses actions de sensibilisation, pour tout ce travail d'acculturation aux nombreuses facettes de la biodiversité. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un des membres de ce conseil scientifique, Jean Jalbert. Merci beaucoup, Jean, de nous consacrer un petit peu de temps et surtout beaucoup de science et d'informations sur ce sujet que tu maîtrises parfaitement, puisque c'est un peu mon cœur de métier à la tour du Valat. Donc Jean, pour ceux qui ne le connaissent pas, est directeur général de la Tour du Valat. Je ne présente pas cette noble institution, parce que Jean aura l'occasion de le faire durant son exposé. Donc il est directeur de cette Tour du Valat depuis 2004, si mes informations sont justes. Et tout son parcours lui a fait aborder de très nombreuses différentes facettes et expériences professionnelles alors à la fois dans le domaine de l'environnement, en agriculture, en gestion d'entreprise, en formation professionnelle également. Et il gère actuellement des projets qui sont à la fois à la maille, on va dire, très locale, régionale, en Camargue notamment, mais aussi des projets plus nationaux, internationaux, et notamment qui tournent autour de tout le bassin méditerranéen. Voilà, je pense que j'ai vraiment oublié plein de choses, mais Jean, tu corrigeras et tu compléteras. Et en tout cas, l'essentiel, c'est de te laisser la parole maintenant. Et nous sommes tous tout oui pour en savoir plus sur ces zones humides qui sont des terres d'avenir, si je lis bien l'introduction. Voilà, merci encore de nous consacrer ce temps d'information et de formation. Merci beaucoup Christine et Julie. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous cet après-midi virtuellement. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion de l'être physiquement, en tout cas je le souhaite qu'on puisse approfondir ces échanges. Voilà, donc comme ça vous a été présenté, je vous propose cet après-midi d'aborder la thématique des zones humides. Alors zones humides, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de zones humides? Alors attendez, ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Si, ça marche, ok. Zones humides, d'abord, voilà, ce terme zone humide, je ne sais pas qui l'a inventé, mais il n'a pas dû faire une école de marketing, parce que c'est un terme qui est assez laid, à vrai dire, assez technocratique, pardon, et qui ne rend pas hommage à la fois à la beauté et à la diversité de ces milieux. Vous voyez, les zones humides, en fait, ce sont tous ces milieux qui sont marqués par la présence de l'eau. Et cette eau, elle peut être permanente ou temporaire, elle peut être douce, elle peut être saumâtre ou elle peut être salée. Donc, vous voyez, on a toute une gamme de milieux extrêmement variés. Ça peut être des mares, des tourbières, des lacs d'altitude, ça peut être des marais salants. Ce sont des zones qui peuvent être naturelles ou artificielles, hein, encore une fois, des rizières ou des marais salants, des cultures en milieu humide, ce sont des zones humides également. Et ces zones humides, en fait, ce sont vraiment Alors, décidément, pourquoi ça ne marche pas? Alors, voilà, ça va marcher.
C'est non seulement un milieu très divers et très beau, mais c'est également un milieu assez extraordinaire. C'est l'écosystème qui produit le plus de vie sur la planète, hein. Les zones humides aujourd'hui, c'est à peine 6% de la surface des continents et c'est quasiment un quart de ce qu'on appelle la production primaire, c'est-à-dire toute cette vie à la base de la chaîne alimentaire. Vous voyez, ces bactéries, ces algues, ces plantes aquatiques, etc., ces petits animalcules. Voilà, un quart de la production primaire de la planète et se fait uniquement sur 6% de la surface des continents dans ces zones humides-là. Et ces zones humides, c'est un écosystème très particulier. Il y a notamment une très grosse étude qui a été faite au début de ce siècle, entre 2000 et 2005, qui a mobilisé énormément de scientifiques sur toute la planète pour faire un état de tous les écosystèmes de la planète. Et ce rapport, en 2005, a conclu que parmi tous les écosystèmes, celui qui contribue le plus au développement et à la subsistance de l'humanité, eh bien, ce sont ces zones humides, et notamment à travers, alors on aime bien classer toutes les choses, donc on range les services rendus dans différentes catégories, tous les services d'approvisionnement, c'est-à-dire que une grande partie de cette biodiversité, eh bien, ce sont des ressources pour les hommes, qu'il s'agisse de poissons, d'oiseaux, de gibier, de végétaux, de matériaux. Et puis ces zones humides aussi jouent un rôle éminent et qu'on est en train de découvrir ou de redécouvrir, qu'on a longtemps passé sous silence, qui sont tous ces rôles de régulation hydraulique de l'eau donc, hein. Et c'est donc notamment tous ces services de recharge des nappes phréatiques, d'expansion des crues, hein, lors de ces précipitations massives telles que le Nord a pu connaître récemment, ou l'Ouest. Le piégeage des nutriments, la destruction des molécules, là aussi, toxiques, des polluants. Et puis enfin, ces zones humides ont été et sont très souvent, de par le monde, très investies par les hommes et avec notamment toute une approche culturelle, une approche euh, oui, traditionnelle, avec beaucoup de valeurs d'éducatives, notamment pour l'écotourisme. Donc voilà, tout ça fait que c'est l'écosystème qui contribue le plus au développement de l'humanité. On estime qu'il y a à peu près 1 milliard d'êtres humains qui dépendent directement des zones humides pour leur vie quotidienne et beaucoup plus d'autres qui bénéficient de ces différents services. Mais ce rapport qui disait ça disait dans le même temps, eh bien, c'est également l'écosystème le plus menacé de la planète. Et on s'aperçoit que ces zones humides sont des milieux extrêmement dynamiques, hein. Dès qu'on change soit la qualité, soit la quantité d'eau, eh bien, on a très rapidement une dégradation ou une perturbation du milieu. Et notamment, bah, ces services sont perturbés. Et on voit que, bien sûr, si on détruit une zone humide, eh bien, c'est autant de ressources en moins, autant de biodiversité qui va disparaître et donc beaucoup de ressources qui vont disparaître pour les hommes. Et tous ces services, notamment de régulation, c'est-à-dire, eh bien, vont être perturbés. On aura plus fréquemment des inondations ou des sécheresses. On aura, alors c'est un vilain mot, la eutrophisation. Eutrophisation, pour faire simple, c'est un peu la crise de foie des milieux aquatiques. C'est-à-dire quand il y a trop d'éléments nutritifs, il y a un moment où la nature elle-même n'arrive plus à traiter tous ces éléments-là, et donc le milieu vire, tourne, part sur une trajectoire qui est très défavorable à la biodiversité et à la vie. Et puis ce sont également les pollutions qui sont de plus en plus massives, et de la même façon, tous les usages culturels sont perdus ou perturbés. Et donc, vu que cette perturbation arrive très vite et se voit très vite, la solution paraît simple, c'est-à-dire que dès qu'on voit qu'il y a un problème d'approvisionnement, enfin tous ces services qui sont affectés, la solution serait simplement de stopper cette dégradation et de restaurer la zone humide à son état antérieur. Sauf que dans la vraie vie, on s'aperçoit que ça se passe rarement comme ça. En général, dès qu'on a Dès qu'on fait face à ces problèmes-là, eh bien, on dit, si on a un problème d'inondation, on va faire des barrages. Si on a un problème de sécheresse, enfin, plutôt, on va faire des digues. Si on a un problème de sécheresse, on va faire des barrages. Si on a un problème d'eutrophisation, on va faire une station d'épuration. Et à chaque fois, ce sont des, des investissements qui sont très coûteux, qui sont coûteux à la fois en investissement, mais aussi en maintenance, et qui ne rendent qu'un service à la fois, tandis que les zones humides rendent tous ces services gratuitement. Donc, voilà, notre premier constat, c'est ça, c'est de dire ces zones humides sont un trésor et pour la biodiversité et pour les hommes, et pourtant on les détruit. Et quand on les détruit, on n'a pas le réflexe de les restaurer, et à la place, on fait des infrastructures qui souvent ne jouent pas qu'une partie des rôles que les zones humides jouent. Et cette perte des zones humides est vraiment massive et à l'échelle de la planète entière. On estime qu'à peu près les 2 tiers des zones humides de la planète ont disparu depuis le début du XXe siècle. Et vous voyez que toutes les régions ne sont pas équivalentes pour ça, mais toutes connaissent une dégradation continue. Et notamment en Europe, on est les champions du monde. On est ceux qui ont le plus détruit de zones humides et ça ne faiblit pas. Vous voyez que la pente est toujours très forte. On se soucie à juste titre de la disparition des forêts, mais sachez que les zones humides disparaissent 3 fois plus vite que les forêts. Et pourtant, vous le voyez, on ne peut pas dire que les journaux fassent des grands titres de la disparition des zones humides.
Et même si je suis pas un grand amateur de la monétarisation de nature, mais c'est toujours intéressant d'avoir des indicateurs chiffrés pour se faire une idée du coût que ça représente. Et voilà, il y a des économistes qui ont travaillé sur cette perte des zones humides, cette disparition des zones humides, et qui ont estimé que, vous voyez, ben, tous ces services qui étaient procurés aux hommes et qui ne le sont plus aujourd'hui, eh bien, c'est une perte de l'ordre de 2500 milliards d'euros par an concernant les zones humides d'eau douce et d'environ 6700 milliards d'euros par an pour ce qui est tout qui concerne les marais littoraux ou les mangroves. Ça c'est bien sûr, c'est à l'échelle planétaire. Et vous voyez que ce chiffre global correspond à environ 15 fois le produit intérieur brut de la France. Donc on est vraiment sur des sommes qui sont absolument considérables. Et qui dit eau dit risque, hein, l'actualité récente nous en a encore fait largement part. On voit que la fréquence des catastrophes naturelles a doublé au cours des 30 dernières années. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que 90% des catastrophes naturelles sont liées à l'eau, soit à l'excès d'eau, soit au manque d'eau et ses conséquences, notamment les feux majeurs, qui sont liés à une sécheresse prolongée. Et ces inondations, notamment, enfin toutes ces catastrophes, à vrai dire, connaissent des coûts qui s'envolent. Et vous avez ici un chiffre, alors qui n'est pas actualisé, mais il faudrait que j'en trouve un plus récent. Mais rien que les inondations, par exemple, ça a coûté 117 milliards d'euros de dégâts dans le monde en 2021. Et comme je vous disais, ces coûts sont de plus en plus importants et ils ont été multipliés par 4 en l'espace, enfin devraient être multipliés par 4, pardon, entre 2015 et 2050. Alors toutes ces crises, ben, on peut là, je vais sortir un peu des zones humides, puis je reviendrai après. Mais donc comment analyser ces crises? Il y a plusieurs façons de le faire, mais pour ma part, je considère qu'en fait, toutes ces crises, en fait, sont le dernier avatar d'une histoire à succès assez incroyable. Et cette histoire, c'est celle d'une espèce, la nôtre, l'homme. Et vous voyez sur cette courbe, je pense qu'il vous est familière, mais qui est assez incroyable, hein, c'est la courbe de la démographie humaine, pardon. Et vous voyez que au début de l'agriculture, au début de la sédentarisation des hommes, c'est-à-dire il y a 11 000 ans, 12, 10 000 ans, il y avait à peu près 4 millions d'humains sur Terre. On a passé le premier milliard à environ 1800. Et puis aujourd'hui, depuis une cinquantaine d'années, eh bien, la population humaine sur Terre augmente d'1 milliard tous les 12 à 15 ans. Alors le graphe n'est pas actualisé, hein, vous le savez, on a déjà franchi les 8 milliards de personnes, d'êtres humains sur Terre. Voilà, donc c'est un succès assez phénoménal, hein, unique sur Terre. C'est la seule espèce qui ait connu une croissance de cette nature-là. Et ce succès, en fait, a été fondé sur un double postulat. Le premier, c'est que l'homme a considéré que ben, l'ensemble du vivant et du non-vivant est considéré par les hommes comme une ressource dévolue à leur seul usage. Ça veut dire que si une chenille vient dévorer mes salades ou un loup croquer mes brebis, eh ben, je suis fondé à éliminer cette chenille ou ce loup et tous leurs congénères. Et de l'autre postulat, c'est que on est parti sur la base du fait que la croissance perpétuelle est possible dans une planète aux ressources limitées. Donc vous voyez, ces deux postulats posent problème. Le premier, il est moralement assez compliqué à défendre, et le second, il est simplement arithmétiquement faux. Un enfant de 6 ans comprend bien que un gâteau d'une taille donnée ne peut pas être indéfiniment mangé. Mais pour autant, c'est bien ça qui a fondé le succès de la démographie humaine et les conséquences ben, sont multiples et notamment c'est ce qu'on appelle les changements globaux. Donc dès qu'on affecte un milieu, bien sûr, on a des conséquences et toutes ces conséquences pouvaient être anticipées, ont été anticipées depuis longtemps mais se passent néanmoins. Et donc là aussi, on a bien classé ces changements globaux en différentes catégories et donc c'est ce qu'on appelle d'une part la dégradation des habitats, la destruction des milieux naturels, donc l'introduction d'espèces invasives qui ne sont pas natives d'un territoire et qui peuvent se développer très fortement sur un territoire qu'elles conquièrent, avec des impacts parfois très forts sur la biodiversité et éventuellement même sur les activités humaines. La globalisation des échanges, qui là aussi est également un vecteur de l'introduction de ces espèces invasives, la pollution et enfin la surexploitation de ressources naturelles. Donc comme je vous le disais, tout ça, ce sont des pressions exercées par l'homme dont les conséquences sont assez facilement anticipées, hein. On peut se douter que si on dégrade un milieu, eh bien, il sera affecté. Et puis, face à ces différents changements qu'on pouvait anticiper, il y en a un qu'on n'avait pas du tout prédit, qu'on n'avait pas du tout anticipé. Et là, on commence à toucher à quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'humain, mais vraiment des grands équilibres naturels, c'est le changement climatique. Et ce changement climatique arrive en apportant une pression additionnelle, mais en même temps un catalyseur des différents autres facteurs globaux, changements globaux, et donc accroît cette pression sur notre planète. Là, je vous fais un petit dézoom là aussi, mais juste
pour donner quelques chiffres que moi je trouve assez saisissants justement sur l'impact de l'homme. Vous avez ici deux graphes qui montrent l'augmentation de la superficie des surfaces cultivées. Alors vous voyez, à 100 000 ans, 100 000 ans, il n'y avait aucune surface cultivée, parce que je vous dis, les hommes ont commencé l'agriculture il y a environ 11 000 ans. Et vous voyez, donc on estime qu'il y avait à peu près 100 000 hectares de terres cultivées sur Terre il y a à peu près 10 000 ans. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est environ à 4,8, presque 5 milliards d'hectares cultivés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le graphe concomitant qui est en jaune, en dessous, qui vous représente la masse, donc la biomasse, c'est-à-dire le poids total, ici exprimé en tonnes de carbone, enfin en millions de tonnes de carbone, mais donc c'est la masse des mammifères sauvages. Et vous voyez que ces mammifères sauvages, cette masse a été divisée par un facteur 7, grosso modo, depuis il y a environ 100 000 ans, et c'est bien sûr corrélé à l'action de l'homme et à la perte d'habitat et à la pression mise sur ces espèces. Ce graphe-là aussi est assez parlant. Vous voyez ici représenté, pareil, la distribution des mammifères sur Terre. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les mammifères, eh bien, le poids, pareil, hein, c'est de la biomasse, c'est du poids. 34%, un tiers, grosso modo, du poids des mammifères sur Terre, ce sont les humains. 34%. 62%, eh bien, ce sont nos animaux d'élevage, nos animaux domestiques. Et aujourd'hui, il n'existe plus que les mammifères sauvages ne représentent plus que 4% du poids des mammifères sur la Terre. Et là, c'est tous mammifères confondus, hein, les baleines, les dauphins, les éléphants, les souris, les renards, voilà. 4% des mammifères sur Terre aujourd'hui sont des mammifères sauvages. Vous voyez en bas du graphe que, par exemple, rien que les porcs d'élevage représentent 12%, c'est-à-dire 3 fois plus en biomasse que l'ensemble de tous les mammifères sauvages de la planète. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez saisissant et qui nous aide à réaliser l'impact que l'homme a sur la biosphère et sur les espèces. Et ça, on peut le mesurer de différentes façons. Vous avez ici, je ne sais pas si vous êtes familier de cet indicateur qui s'appelle l'empreinte écologique. En fait, l'idée, alors regardez surtout les deux lignes pleines, la ligne verte qui descend, la ligne rouge qui est un peu, qui fait des vagues. La ligne verte, en fait, c'est ce qu'on appelle la biocapacité. Donc ça, c'est mesuré à l'échelle de la planète. Et on voit que cette biocapacité, c'est-à-dire la capacité de la planète elle-même, de ces écosystèmes, à produire des ressources utiles aux hommes et à traiter les déchets produits par les hommes, eh bien, cette biocapacité diminue au fil des années parce que, justement, l'homme dégrade les écosystèmes et affecte donc la capacité de ces écosystèmes à produire des ressources et à gérer nos déchets. À l'inverse, bien notre empreinte, c'est-à-dire la pression qu'on exerce sur ces milieux-là, vous voyez que c'est cette ligne rouge, pardon, excusez-moi, eh bien, est forte et plutôt croissante. Et on voit que, bien, en fait, en 1975, on a franchi le point d'inflexion, c'est-à-dire qu'on consomme plus annuellement que ce que la Terre peut produire en matière de ressources pour les hommes. Et ça se traduit notamment, il y a une façon assez comment dire, parlante, assez frappante de marquer ça, c'est ce qu'on appelle le jour du dépassement. Là aussi, je ne sais pas si vous êtes familier de ça. Donc chaque année, on mesure à l'aide de ces deux éléments, à la fois la biocapacité et la baisse de cette biocapacité et l'augmentation de notre empreinte écologique, eh bien on mesure à quel moment l'humanité a consommé 100% des ressources produites par la planète. Eh bien en 2023, c'était le 2 août 2023. À partir du 2 août, c'est bien nous vivons à crédit, l'humanité, à consommer tout ce que la Terre peut produire comme ressources et on creuse à partir du 2 août notre déficit écologique. Et vous voyez sur ce graphe en fait que chaque pays n'est pas équitable, hein, enfin n'a pas la même pression. Vous voyez que par exemple le Qatar, eh bien, voilà, chaque année, enfin en 2023, dès le 10 février, il avait consommé 100% des ressources de ce pays. La France, on est souvent content de ce qu'on fait, mais on n'est quand même pas très glorieux. Vous voyez que le 5 mai, en France, le 5 mai 2023, eh bien, alors que nous avons des écosystèmes naturels et des systèmes agricoles très productifs, eh bien, malgré tout, la société française, les citoyens français ont consommé au 5 mai 2023 100% de ce que le territoire français pouvait produire sur une année. Voilà, donc c'est une façon assez frappante, là encore, de bien faire comprendre qu'on est dans une relation à la nature et à la biodiversité qui est erronée. On prélève beaucoup trop, on exerce une pression beaucoup trop forte au-delà de ce que la Terre peut produire. Et donc, bien sûr, c'est non seulement la biodiversité dans son ensemble, mais c'est bien les humains qui vont en pâtir. Alors, pour revenir aux zones humides, dans ce contexte, eh bien, c'est un peu les deux faces de la pièce, c'est-à-dire que les zones humides sont à la fois victimes, mais aussi une solution face à ces défis, à ces changements majeurs que connaît notre planète.
le fait qu'il soit une victime, eh bien, c'est qu'on voit bien que notamment toutes ces pressions augmentées par le changement climatique exercent une menace existentielle à la fois pour l'humanité dans son ensemble, mais aussi bien sûr pour l'ensemble de l'écosystème et notamment les zones humides et en particulier les zones humides côtières, puisque vous savez qu'une des conséquences de ces changements climatiques, c'est que le niveau des mers est en train d'augmenter et devrait augmenter dans des proportions assez importantes dans les décennies et les siècles qui viennent. Donc toutes les zones humides côtières ont vocation à disparaître dans les siècles qui arrivent. Mais, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ne cédons pas à la dépression, il y a quand même des éléments de, pour garder confiance, et notamment de ces zones humides, eh bien, on voit que il y a une vraie opportunité, tous ces éléments que nous vivons sont une opportunité pour promouvoir le rôle essentiel des zones humides pour à la fois atténuer les effets, mais aussi s'adapter au changement climatique, pour changer également la perception des zones humides par la société et enfin pour influencer les politiques publiques en faveur de ces milieux et des ressources qu'ils nous offrent. Alors, quelle attitude adopter? On voit que face à tout ce qui nous tombe sur la tête, c'est compliqué et c'est assez déboussolant. Et on y a grosso modo trois attitudes qui peuvent s'offrir à nous. La première, elle est assez simple, elle a été très répandue jusqu'à il y a peu. On pense qu'aujourd'hui, elle est un peu moins répandue que par le passé. Néanmoins, on voit, et il y a pas mal d'enquêtes sociologiques qui montrent qu'à niveau, à l'échelle de la planète, mais aussi en France, eh bien, le climato-scepticisme a tendance à regagner un peu. Et même ceux qui ne sont pas climato-sceptiques, ce qui nous est proposé, ce qui nous est promis plutôt que proposé, en fait, hein, tous ces effets du changement climatique sont tellement comment dire? Insupportable. C'est ce qui nous est les projections qui sont faites, c'est grosso modo, bah, la perte de tout ce qu'on a connu et ce qui nous est cher. Eh bien, chacun d'entre nous, on a des mécanismes de protection psychologique qui est qu'en général, soit on devient fou à réaliser chaque jour ce qui est en train de se tramer, soit on se protège tout seul en mettant de côté dans un coin de notre cerveau tout ce qui se passe et on continue à peu près comme avant. Donc voilà, c'est une forme de déni, c'est pas un déni qui est volontaire, c'est pas un déni qui est conscient, mais c'est un déni qui est réel et que nous tous, y compris les plus engagés d'entre nous, eh bien, vivons à un moment ou l'autre, puisque on n'est pas en capacité à vraiment faire face à ce qui nous est promis. La deuxième attitude, bien, c'est une attitude qui est très répandue et qui, bien sûr, est une partie de la solution, hein, c'est la foi dans le génie humain, dans la technologie. Mais là aussi, faisons attention parce qu'on voit bien que, cette augmentation, enfin je l'ai pas précisé, mais hein, cette augmentation, exponentielle de la population humaine à partir de la révolution industrielle, c'est bien parce qu'on a maîtrisé la technologie. On a maîtrisé en particulier les énergies fossiles à haute intensité, d'abord le charbon, puis le pétrole et enfin le gaz et c'est ça qui nous a permis d'avoir cette explosion démographique et tous les services associés. Et donc la technologie est bien entendu, heu, une partie de la solution, mais il va falloir faire le tri entre la technologie qui procède de la solution et celle qui procède du problème. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'une grande partie de nos problèmes est bien liée à ce développement de la technologie et à ses conséquences qu'on n'a pas anticipées. Et enfin, la dernière solution qu'on peut proposer, c'est celle pour laquelle on a un peu plus de comment dire? D'attachement et c'est celle sur lesquelles on travaille le plus, c'est en fait, ben, faisons confiance à la nature. Accompagnons la dynamique des écosystèmes et travaillons sur ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Alors, je ne sais pas si ce concept vous est familier. L'idée, c'est simplement de considérer que la nature, n'est pas qu'un coût pour la société ou une contrainte de développement, bien au contraire, c'est un allié des humains et pour ça, l'idée, c'est de pouvoir soit gérer, soit restaurer, soit avoir des différentes mesures liées aux écosystèmes pour répondre à la fois à apporter à la fois des bénéfices pour la biodiversité, mais en même temps relever des défis sociétaux et ces défis sociétaux, pour les hommes, eh bien, ce sont d'une part, ben, cette adaptation ou l'atténuation du changement climatique, c'est la réduction des risques naturels, c'est tous les développements économiques, la santé humaine, mais également, et de plus en plus, on le voit, la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau et la revitalisation de cette biodiversité. Donc voilà, l'idée de ces solutions fondées sur la nature, c'est ça, c'est de voir comment, plutôt que de considérer la nature comme un problème, la considérer vraiment comme une solution et faire en sorte que ces mesures de gestion ou de restauration de la nature apportent des solutions au bénéfice des hommes et au bénéfice de la planète et de la biodiversité dans son ensemble. Alors, si on revient aux zones humides, comment ça se traduit ça? Ces zones humides, on voit que ce sont des amortisseurs climatiques de premier ordre.
d'une part, et on l'a vu, même si aujourd'hui leurs capacités de stockage sont souvent dégradées, et donc elles ne remplissent plus complètement leur rôle, et d'où ce qu'on a pu voir dans le nord ou dans l'est, dans l'ouest de la France. Mais on voit que ces zones humides sont des éponges, des énormes éponges qui fonctionnent très fortement et qui arrivent à stocker l'eau lorsqu'elle est en excès, à limiter le ruissellement des crues, de l'eau, à désynchroniser le pic des crues lorsqu'il y a plusieurs cours d'eau qui sont en crue en même temps. Et bien, s'il y a des zones humides qui sont sur ces différents affluents, on voit qu'au lieu d'avoir un cumul de ces différents pics qui peut avoir des conséquences catastrophiques, et bien, on arrive à abaisser, à désynchroniser ces pics de crue. Concernant les sécheresses et les canicules, on voit que ces zones humides, d'une part, après avoir absorbé cette eau, hein, ce phénomène d'éponge, elles stockent cette eau et elles alimentent les nappes phréatiques, et elles sont en capacité à restituer cette eau lorsque les périodes sont plus sèches, et puis à rafraîchir également les températures et à adoucir les climats localement. Et puis, je vous parlais de cette augmentation du niveau de la mer et ce risque de submersion. Là aussi, on s'aperçoit que les zones humides littorales sont vraiment des amortisseurs de premier ordre. Ce sont un rempart naturel capable de dissiper l'énergie des vagues avant qu'elles ne viennent frapper et affecter les infrastructures humaines. Finalement, une dimension qui est moins connue, c'est celle de la captation du carbone, du dioxyde de carbone, et on s'aperçoit que là aussi, je vous disais, ces zones humides, c'est 6% de la surface des continents, mais 25% de la production primaire, eh bien, c'est également un milieu extraordinaire pour la capture du carbone, puisque grosso modo, un tiers du carbone stocké sur la planète, dans les sols de la planète, est stocké dans ces zones humides sur à peine 6% de la surface des continents. Et juste pour faire un petit zoom sur cette capacité de stockage des carbones, pendant longtemps, on a considéré que seules les forêts, et vous avez sûrement entendu parler hein, dans la presse, que la forêt, les forêts à la fois tempérées, forêts tropicales, mais également les mangroves, pardon, sont des stocks absolument colossaux de carbone. Et c'est tout à fait vrai. Mais ce qu'on n'avait pas vraiment regardé, c'est en fait, on s'était surtout préoccupé de la partie visible, de la partie aérienne. Mais dès qu'on regarde ce qui se passe dans le sol, dans la partie qu'on ne voit pas, eh bien, on voit que les forêts, cette fois, que vous voyez sur la gauche du graphe, ben, si on cumule ce qu'il y a dans la partie aérienne en vert et la partie souterraine en bleu, eh bien, vous voyez qu'elles ne sont pas si forte que ça pour le stockage du carbone. À l'inverse, ce qu'on voit après où il y a écrit peatland, c'est-à-dire les tourbières, les mangroves, les différents marais salés et en particulier les herbiers marins de Posidonie, qui est la colonne de droite, ont une capacité à stocker des stocks, des quantités phénoménales de carbone, de CO2 dans la partie souterraine. De la même façon, vous voyez ici sur ce graphe, quand on regarde que la partie aérienne, vous voyez que c'est plutôt les forêts tropicales qui stockent le plus de carbone. Dès que vous regardez ce qui se passe sous le sol, eh bien, vous voyez que la colonne bleue claire la plus longue vers le bas, la wetlands, c'est-à-dire zones humides, bien voilà, les zones humides sont les championnes du stockage de carbone, notamment dans les sols, chose qu'on avait passée sous silence depuis longtemps. Et au-delà d'être des stocks de carbone extrêmement forts, leur capacité d'accumulation annuelle de carbone est aussi beaucoup plus forte que les autres milieux. Vous voyez en haut, désolé c'est en anglais, mais les milieux que sont les différents milieux forestiers, que ce soit les forêts tempérées, tropicales ou boréales, vous voyez que ces milieux-là arrivent à stocker à peu près on va dire 200 kilos de carbone, de CO2 par hectare et par an, quand les écosystèmes côtiers, qu'il s'agisse des mangroves, des marais salés ou des herbiers marins, vous voyez qu'on est dans des échelles qui sont à peu près entre 20 et 30 fois supérieures. Donc voilà, une capacité à stocker énormément de carbone et à le séquestrer pendant très longtemps sous le sol. Alors je vous propose justement d'illustrer ces éléments-là. Comment est-ce qu'on peut, de façon concrète, utiliser ces services, cette capacité des zones humides pour nous aider face au changement climatique et aux différents éléments auxquels on fait face. Et je vous propose un petit zoom sur la Camargue et en particulier sur une partie au sud-est de la Camargue. Il y a de grands salins que vous connaissez peut-être, la salin de Giroux, il y a les salins d'Aigues-Mortes qui sont sur la droite sur la gauche de la carte, pardon, et puis en bas à droite, ce qui est en rouge, ce sont les salins du Midi, les salins de Giroux aujourd'hui. Donc il y a environ 7000 hectares de salins qui sont toujours productifs.
Mais dans les années 60, ces salins étaient beaucoup plus grands et toute la partie en bleu a été cédée il y a maintenant une douzaine d'années au Conservatoire du Littoral par les salins du Midi parce que justement ils étaient dans une zone où il y avait une zone où l'érosion littorale était très forte et ils devaient dépenser des sommes colossales chaque année pour essayer de sauvegarder leur outil de production. Donc à un moment de guerre lasse, ils ont choisi de céder 6500 hectares de ces anciens salins, d'anciennes lagunes aménagées en salins, pour préconcentrer l'eau de mer pour ensuite la faire cristalliser. Et donc voilà, entre 2008 et 2012, 6500 hectares ont été cédés au Conservatoire du Littoral. Et ce site est désormais co-géré par la Tour du Valat en partenariat avec le Parc naturel régional de Camargue et puis ce qu'on appelle la Société nationale de protection de la nature qui gère une grande réserve au cœur de la Camargue. L'idée, c'est une fois que le conservatoire a acheté ce site, il s'est aperçu en fait que la digue que les Salins avaient bâtie dans les années 80, que vous voyez en vert au bas de la carte, cette digue verte-là euh, elle avait été bâtie dans les années 80 à environ 300 mètres de la mer, et en fait, l'érosion côtière était très, très forte. Cette digue, la plage a disparu rapidement, et dès le début des années 2000, cette digue a été exposée directement aux vagues, qui la mettaient sous pression, faisait des brèches régulièrement, et donc les Salins dépensaient des fortunes pour remettre des cailloux sur des cailloux qui disparaissaient. Donc clairement, on est dans un moment où, sous la pression notamment des changements climatiques, et ce que je vous disais, cette hausse du niveau marin, eh bien cette érosion côtière est encore plus forte. Et on a décidé du coup que ça n'avait pas de sens de continuer à jouer ce mythe de Sisyphe, à remettre des rochers sur les rochers, et donc dire ben, on va abandonner cette digue frontale, laisser la mer diriger le système, et en fait prendre comme ouvrage de défense des biens et des personnes une digue intérieure qui a été bâtie fin 19e siècle, que vous voyez ici en rouge et en violet, et qui est à cet endroit-là à 4 ou 5 kilomètres à l'intérieur des terres. Et donc on va dire maintenant, ben, nous autres, les hommes, on fait preuve d'un peu d'humilité, on dit on va laisser la mer diriger le système, nous on va juste faire une barrière de défense qui a été faite en fait il y a 150 ans et qu'on va un peu consolider, et on va laisser cette mer reconnecter différents milieux qui avaient été isolés pour la production de sel il y a maintenant presque 100 ans, et essayer de reconnecter l'intérieur de la Camargue avec la mer, pour à la fois avoir des fonctions hydrologiques, mais aussi faire en sorte qu'un certain nombre d'espèces, notamment de poissons ou de crustacés, qui étaient bloqués par ces ouvrages, eh bien, puissent à nouveau faire leur cycle biologique entre la mer et les étangs intérieurs. Et là, voilà, donc le résultat, c'est assez parlant. Vous voyez ici une vue aérienne de ce même site. Cette vue est à peu près au niveau où vous voyez la flèche verte sur la carte à droite, hein. Vous voyez, il y a une flèche qui est entre la mer et le lido. Ben voilà, c'est cet endroit qui est vu du ciel. Ce que vous voyez, c'est le pointillé de la digue qui a été bâtie dans les années 80. Imaginez que, je vous le disais, dans les années 80, il y avait 300 mètres de plage à droite de cette digue. Cette plage a totalement disparu, la digue a partiellement disparu, et la mer a reconnecté à chaque tempête, a refait des brèches, c'est ce qu'on voit, a créé ce qu'on appelle un gros naturel, c'est-à-dire une passe naturelle entre la lagune et la mer. Et puis ce qui est intéressant, très intéressant à observer, c'est bah, ce qui est écrit là, Lido Sable Bleu en formation, c'est-à-dire qu'à chaque tempête, alors qu'auparavant, les vagues venaient buter sur la digue et donc exporter au sud, vers la mer, au large, tout le sable dont la Camargue a grand besoin, eh bien là, la digue s'affaissant à chaque tempête, en fait, les vagues passent par-dessus la digue et déposent de l'autre côté des quantités colossales de sable. Et vous voyez que c'est ce lido qui est en train de se former. Et ce lido, en fait, c'est notre assurance vie pour demain. Ce sont les futures dunes, c'est cet écosystème qui est en train de se recréer et qui va s'adapter au fil des tempêtes et au fil des, des, oui, des vagues qui vont amener et de la hausse du niveau marin, donc pouvoir donc, créer ce milieu, créer des dunes qui seront les remparts contre les tempêtes de demain. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est tout à fait patent, qui est tout à fait concluant, qui marche bien. Pour autant, ça pose beaucoup de questions et on voit que localement, c'est une expérience qui est vécue de façon très divers, c'est-à-dire que nous, on le vit très bien. On pense que c'est une démonstration tout à fait probante que si on laisse un peu de place à la nature, elle rend des services éminents et elle fait très bien le job, mieux que nous. Mais on voit que localement, beaucoup de Camarguais sont assez effrayés de la chose parce qu'en fait, alors que depuis des générations, les Camarguais se battent pour tenir, pour gagner éventuellement le delta sur la mer, et bien pour la première fois,
on renonce, on dit ben non, on va cesser de construire une digue, on va laisser la mer diriger le système. Et ça, c'est quelque chose qui est psychologiquement très difficile à accepter. Une autre difficulté, c'est que quand on bâtit des digues en béton, en terre, c'est des choses qui sont normalisées, pour lesquelles les travaux civils, les ingénieurs des travaux civils peuvent nous dire, voilà, ça doit résister à tel type de tempête, tel type de crue. Dès qu'on fait confiance à la nature, eh bien, c'est pas normalisé. Donc, on pense que ça va résister. Néanmoins, il y a un moment où il y a bien quelqu'un, un décideur, qui doit engager ses responsabilités. Et ça, c'est quelque chose de compliqué. Compliqué également de savoir qu'est-ce qu'on peut développer comme activité économique dans un environnement aussi instable qui est en fait dirigé par la mer. Une tempête peut changer complètement la conformation des lieux, peut changer la divulgation de l'eau ici ou briser une digue à un certain niveau. Et puis une autre question, c'est vrai qu'on pense que ça a du sens et on est dans le sens de l'histoire, mais clairement, vu la dynamique en cours, vu la hausse du niveau marin et les effets du changement climatique, ce qu'on est en train de tester là, ça va pouvoir marcher, on le pense, quelques décennies, mais seulement quelques décennies. Donc il faut d'ores et déjà imaginer quel sera le coût d'après, comment dans un paysage aussi plat, eh bien on va pouvoir vivre avec les changements climatiques, vivre avec une mer qui va continuer à monter. Voilà, brièvement, si vous voulez peut-être, et Christine l'introduisait brièvement, mais je peux vous dire 2 mots sur la structure que je dirige, qui s'appelle la Tour du Vala. Et puis ensuite, je vous dirai 2 mots aussi sur quelques partenariats avec la Fondation du patrimoine. Et puis ensuite, j'ouvrirai la discussion si vous le souhaitez. Donc en 2 mots, la Tour du Vala, nous sommes un institut de recherche pour la conservation des zones humides dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Et notre credo, c'est vraiment de réconcilier l'humain et la nature. Pour ça, notre mission, bah, c'est simplement de s'assurer que ces zones humides soient pas simplement des milieux qui disparaissent, mais des milieux qu'on valorise, pas pour les mettre sous cloche, mais bien pour qu'ils soient utiles, qu'on les utilise de façon rationnelle par les humains. Et nous, notre rôle particulier, c'est vraiment, en tant qu'établissement de recherche, c'est d'améliorer la compréhension du fonctionnement des zones humides et de mobiliser toute une communauté d'acteurs, qu'ils soient scientifiques, techniques, un peu partout dans le bassin méditerranéen. Nous sommes environ 90 salariés. Nous avons un grand nombre en tout cas un grand nombre de doctorants, hein, en communiste de recherche. Nous avons beaucoup de partenaires, pardon, dans le bassin méditerranéen, avec des projets actifs dans beaucoup de pays et un budget annuel de l'ordre de 7 millions d'euros. Et nos axes de recherche sont grosso modo autour d'une part de la conservation des espèces, hein, qui est un peu notre histoire, puisqu'on a maintenant 70 ans d'existence, et notamment avec la sauvegarde de l'emblème de la Camargue, le flamant rose, qui aurait pu disparaître si, dans les années 60, on n'avait pas, d'une part, vu qu'il y avait un souci et trouvé les bonnes réponses pour faire en sorte que cette espèce emblématique de la Camargue et de la Méditerranée eh bien, soit sauvée et soit aujourd'hui abondante. Un autre thème de recherche, c'est ce qu'on appelle l'écologie de la santé. Ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille dessus et je pense qu'on a été bien inspiré d'y travailler il y a 15 ans, puisque, vous voyez, c'est cette relation entre la santé humaine, la santé des écosystèmes et la santé vétérinaire, qu'il s'agisse du Covid, qu'il s'agisse de la grippe aviaire, toutes ces maladies qui sont venues frapper durement des sociétés et parfois à l'échelle de la planète, eh bien, sont liées justement à cette imbrication entre la société, la santé humaine, la santé des écosystèmes et la santé vétérinaire. Et on voit que jusqu'à présent, ce sont 3 sphères qui ne travaillent pas entre elles. Et pourtant, c'est bien là que réside à la fois la source de problèmes qui peuvent être absolument dramatiques pour les hommes, mais également c'est là que résident les solutions. C'est en comprenant comment des pathogènes peuvent circuler entre des différents compartiments qu'on peut trouver des bonnes solutions, qu'on peut éviter justement de créer des ponts épidémiologiques comme on l'a fait avec le Covid par exemple ou avec la grippe aviaire. On travaille beaucoup sur la gestion et la restauration des écosystèmes. Je vous le disais, les zones humides ont disparu à un tel rythme qu'il est maintenant, on ne peut pas se satisfaire de gérer les zones humides qui restent, mais on doit absolument restaurer massivement beaucoup de ces zones humides, donc on travaille là-dessus. Et on a tout un travail à la fois sur ce 5 max, dynamique des zones humides et gestion de l'eau. On travaille beaucoup avec des données satellitales, on travaille beaucoup avec des hydrologues, des modélisateurs, pour voilà, essayer de faire des projections, comprendre comment, sous la force des différents changements globaux que je vous ai cités plus tôt, comment est-ce que ces milieux peuvent évoluer et trouver là aussi, proposer des réponses. Et enfin, le dernier axe, pardon, c'est ce qu'on appelle interface science-société, c'est-à-dire, une fois qu'on comprend tous ces éléments-là, comment est-ce qu'on alimente la politique publique, comment est-ce qu'on fait passer à la société dans son ensemble ces messages pour que chacun se sente concerné, chacun s'empare de ce souci, de ce problème, et y joue sa juste part. Voilà, puis juste pour vous
décrire un peu, et j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de vous accueillir sur place en Camargue, mais la Tour du Valat, c'est aussi, au-delà d'être un centre de recherche, c'est un domaine d'environ 3000 hectares en pleine Camargue, au cœur de la Camargue, euh, dans un endroit extrêmement préservé. On a eu ce qu'on appelle la liste verte, c'est-à-dire on est un des 60 sites dans le monde qui ont été certifiés pour avoir la gestion la plus aboutie, on va dire, en termes de gestion écologique. Et nous avons aussi, nous produisons aussi différentes cultures, puisque l'idée, comme je vous le disais, c'est pas juste de mettre sous cloche les zones humides, mais bien de montrer qu'on peut optimiser les interactions entre activités humaines et milieu naturel. Et donc, sur nos différents domaines, on produit à la fois du riz bio, on a un élevage de taureaux, on a 250 têtes de taureaux de race Camargue, dont on consomme la viande, en bio aussi. On produit du vin bio et avec des cépages euh, qu'on essaye d'adapter au changement climatique, c'est-à-dire qu'on a planté des cépages issus du sud de la Méditerranée, par exemple, ou de l'est de la Méditerranée, et on fait toute une démarche scientifique autour de ces éléments-là. Dernier élément, et après je me tais, je vous promets, c'est juste pour vous donner quelques éléments de partenariat que nous avons eu entre la Fondation du patrimoine et la Tour du Valat. La première, alors c'est quelque chose qui parle pas trop, hein, les pelouses sèches méditerranéennes, c'est quelque chose qui paraît, ça fait pas très sexy, mais en fait c'est un milieu qui est assez extraordinaire. Ces pelouses sèches, en fait, ce sont les restes des anciennes dunes fossiles lorsque la Camargue s'est construite il y a plusieurs milliers d'années. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une diversité floristique absolument incroyable là-dessus, des petites plantes pas très visibles, mais d'une diversité et surtout d'une rareté qui est tout à fait extraordinaire. Et il se trouve en fait que si on ne fait rien, c'est ce qu'on appelle ces montis, ces pelouses sont colonisées par un petit arbuste qui est local, en fait, qui est un cousin de l'olivier, qu'on appelle la filaire à feuilles étroites. Et ce buisson colonisant tout cela, ben, en fait, c'est cette valeur patrimoniale, cette biodiversité qui diminue. Et donc là, nous avons eu un soutien de la Fondation du patrimoine en 2013-2014 pour justement réouvrir ces pelouses, arracher à l'aide de chevaux de trait différents buissons, arracher les plus petits de ces buissons avec des louchers, des espèces de bêches, et puis un débroussaillage mécanique sur certains aspects. Deuxième élément, c'est ce domaine dont je vous parlais, sur lequel on fait de la viticulture et une approche agroécologique. Eh bien, là aussi, on a dû restaurer un certain nombre de canaux, faire refonctionner un système hydraulique qui était mal en point. Et nous avons planté autour des différentes parcelles de vignes des haies fruitières et des médifères pour justement comme infrastructure agroécologique, c'est-à-dire des endroits capables d'accueillir une biodiversité très diversifié et qui va être des auxiliaires pour les cultures que nous mettons en place, qu'elles soient maraîchères, de la vigne ou de l'agroforesterie. Et puis enfin, la mise en place d'une parcelle agroforestière avec des poiriers et des cormiers. Donc vous voyez ici quelques images des différentes activités, du curage de canaux, de la plantation de ces haies. Donc vous voyez au moment de la plantation et à droite la même chose quelques années après. Et donc là-dedans, vous avez une biodiversité extrêmement forte, riche, et notamment beaucoup d'insectes pollinisateurs, mais aussi soit des insectes, soit des... Vous voyez, il y a une espèce de boîte aux lettres, vous voyez, en fait, ce sont des gîtes à chauves-souris qui, en fait, viennent manger les papillons de nuit qui sont l'adulte du ver de la grappe, pardon. Et donc, on lutte contre ce ver de la grappe comme ça, de façon biologique, avec ces chauves-souris. Voilà, je vous remercie. Et puis, juste si jamais vous êtes en mal de cadeaux de Noël qui puissent être sympathiques et avoir du sens, je vous invite à aller voir ce site web qui s'appelle monflamand.com pour parrainer des flamants roses. Et donc, vous verrez, il y a un petit dispositif assez sympathique, humoristique. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de parrainer des vrais flamants roses qui ont différents comportements, qui nichent en Camargue, qui ont été bagués, hein, puisque chaque année, on bague environ 7 à 800 poussins de flamants roses. Et ensuite, on peut les suivre tout au long de leur vie, pardon. Et donc, vous pourrez, si vous le souhaitez, adopter un de ces flamands-là. Et donc, à chaque fois que le flamand dont vous serez le parrain sera vu, vous aurez une information et vous saurez tout sur la vie des flamands roses. Voilà, je vous remercie et je suis à votre écoute pour toute question. Merci beaucoup, Jean. Mettez un flamant rose dans votre hotte du Père Noël. Au moins, ce sera original. Au moins, ce sera original. Donc, puis ils feront copain-copain avec les reines, peut-être, du Père Noël aussi. En attendant, parce que les reines en Camargue, je pense que c'est fini depuis très, très longtemps. Merci pas dans le beaucoup. sens de l'histoire. Merci beaucoup. Enfin, en tout cas, c'était un exposé très, très riche. Dans un temps qui nous laisse vraiment du temps pour les questions-réponses, donc doublement appréciable. Donc, je fais un appel à questions. Moi, j'en ai noté une ou deux. Donc, si
S'il n'y a pas... Voilà, on va laisser venir les questions de la salle d'abord. La salle à distance. Je ne vois pas de main levée, mais n'hésitez pas à vous manifester et pensez à rebrancher vos micros du coup. Alain. Désolé, je n'arrive pas à enlever l'écran. Désolé, mais enfin, voilà. Mais Oui, ils sont très bien, ben, ces petits flamands là, il faut les laisser, c'est Bon, bien, c'est ça bien. va, ça va. C'est un message subliminal très, très fort. Très bien. Alain, première question. oui, dans une de vos slides, vous avez expliqué que en milieu tempéré, les prairies, si j'ai bien compris, finalement fixent plus de CO2 que les forêts. Ça semble contre-intuitif. Quel est le mécanisme qui amène à ça? À moins que j'ai Alors, mal compris. non, non, vous avez bien compris, sauf qu'il ne s'agit pas des prairies, à vrai dire, mais plutôt des zones humides côtières. Là, vous avez trois types de zones humides qui sont d'une part les marais salés, notamment c'est tous les marais littoraux soumis à des marais. Vous voyez, tous les marais de l'Ouest, par exemple, hein. Vous voyez, Ah, c'est ça d'une part. Ce sont tous les herbiers marins, notamment les herbiers de Posidonie en Méditerranée, et les mangroves. Et donc voilà, c'était ces trois milieux qui étaient présentés sur cette dia. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, du fait de l'activité à la fois de la plante elle-même, de ces différentes plantes, mais aussi de l'activité microbienne, il y a une capacité à stocker et à séquestrer du carbone et à le garder dans le sol qui est extrêmement forte. Et donc c'est là où je vous disais, on a une capacité de séquestration, de captation annuelle qui est environ entre 20 et 40 fois plus forte que les forêts dans ces types de milieux. Nous, on a fait, il y a quelques années, on a fait ces études en Camargue sur différents types de zones humides, à la fois des zones humides naturelles, qu'elles soient saumâtres, très salées ou douces, et puis des zones humides artificielles, notamment des rizières. Et on a des valeurs qui sont un peu moins fortes, mais qui sont quand même très fortes. C'est-à-dire qu'on est, là, vous voyez, on allait jusqu'à 700 kilos pardon, 700 tonnes, si je excusez-moi, 700 tonnes, je crois, de CO2 par hectare et par an dans certaines zones humides. Nous, on était entre 100 et 320 tonnes de CO2 selon les types de milieux. Donc, c'est quand même tout à fait important, très significatif. Donc voilà, une très forte capacité de séquestration et d'absorption. Ce que je n'ai pas dit, et là où ça devient compliqué, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que ces zones humides, selon la gestion qui leur est appliquée, on peut relarguer une partie de ce carbone, et notamment à travers du méthane. Et on s'est aperçu notamment que des zones humides, vous savez, en Camargue, en Méditerranée, le climat est constitué d'étés qui sont chauds et secs, et puis d'hivers qui sont doux et humides, et en général, on a des milieux qui sont en eau en hiver et au printemps, qui s'assèchent en été, qui se remettent en eau en automne. Sauf que justement, pour produire, pour valoriser les terres de Camargue, on a en fait complètement inversé le cycle hydrologique, que ce soit pour l'agriculture, pour la chasse ou pour la production de sel. Et en fait, on a beaucoup moins de surface en eau en hiver maintenant qu'en été. Et lorsque vous inondez un marais, par exemple, en été, vous booster sa production biologique, mais s'il n'y a pas de moment où vous asséchez ce marais, eh bien en fait, toute cette matière organique va à un moment mourir, se déposer au fond de votre marais, et là, dans des milieux doux, des bactéries qu'on appelle méthanogènes, c'est-à-dire qui vont transformer cette matière organique en méthane, eh bien va produire du méthane et parfois relarguer des sommes considérables de méthane. Et c'est ça la difficulté de ces zones humides, c'est que selon le type de gestion, à tous les coups, en tout cas, vous séquestrez beaucoup de CO2, mais si vous ne faites pas d'assec, en tout cas dans des zones méditerranéennes, vous risquez de relarguer une bonne partie de ces carbones sous forme de méthane. Et le méthane, je ne sais pas si vous savez, il reste moins longtemps dans l'atmosphère, mais il a un pouvoir réchauffant beaucoup plus fort que le CO2. Donc on estime que grosso modo, c'est un facteur 27 fois plus important en termes de réchauffement que le CO2. Donc voilà. Mais en revanche, on a mesuré que sur des zones humides saumâtres ou salées, eh bien là, ces bactéries méthanogènes ne supportent pas le sel et donc il n'y a pas de production, de relargage de méthane dans des zones humides qui ont du sel. Et donc là, ce sont des zones humides qui stockent définitivement, en tout cas si vous ne les détruisez pas, du carbone et ne le relarguent pas. Parfait. Autre question? Une main qui se lève, Hélène. Alors, oui. Bonjour. En fait, je voudrais avoir un petit peu plus d'informations sur le lien entre zone humide et espèces invasives. Donc, à quel point les espèces invasives, qu'elles soient végétales
bien sûr, avec l'eutrophisation ou animale, peuvent nuire aux zones humides, à quel point, sans leur nuire, elles peuvent attirer et, et- 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 euh, On t'entend mal, Hélène. des espèces invasives. Et, et, euh, Hélène, euh, la connexion est mauvaise. jusqu'à quel Est-ce que tu peux plutôt écrire ta question dans la conversation, s'il te plaît, parce qu'on t'entend très très mal, c'est complètement haché. Désolée pour cette mauvaise... Ouais, je n'ai pas tout compris, mais je peux commencer à répondre et puis je vois dans le chat Voilà. si vous formulez votre question. En tout cas, sur les espèces invasives, effectivement, les zones humides, comme je vous disais, ce sont des milieux extrêmement dynamiques et dès qu'on introduit une espèce, elle peut y trouver un milieu propice et elle peut effectivement se répandre et être prolifique, voire invasive. Alors ces espèces invasives, il y en a beaucoup effectivement dans les zones humides, elles peuvent être végétales ou animales. En général, effectivement, lorsqu'on introduit une espèce nouvelle dans un écosystème qui ne l'avait jamais fréquenté, eh bien, soit elle ne trouve pas sa niche. En fait, on estime qu'il y a à peu près une espèce introduite sur 100 qui va pouvoir résister dans un milieu, et sur celle qui résiste, il y en a une sur 100 qui va être invasive. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de déchets, beaucoup d'élimination, mais voilà, celle qui arrive à trouver sa place et à faire florès, eh bien, ce sont des espèces qui ont pu trouver une niche écologique pour lesquelles elle n'avait pas de prédateurs et elle avait des ressources sur lesquelles se développer. Et donc, c'est ça qui pose problème. Et effectivement, il y a beaucoup d'espèces qui sont de cette nature-là, mais là aussi, qui, selon la perspective à laquelle vous regardez ça, n'ont pas toujours la même perception. Juste un exemple, l'écrevisse de Louisiane, je ne sais pas si vous voyez de quoi il s'agit, c'est une écrevisse, comme l'indique son nom, qui vient des États-Unis, qui a été introduite il y a maintenant quelques décennies et qui, dans certains endroits, est extrêmement invasive. Hein. On l'appelle la peste rouge dans certains marais, dans le centre de la France, la Brenne, etc., etc. Eh bien, par exemple, en Camargue, elle a été introduite il y a un certain nombre d'années, où effectivement, il y a eu une explosion extrêmement forte de cette écrevisse, qui a eu des impacts très forts sur le milieu, et notamment les écrevisses de Louisiane jeunes sont extrêmement agressives, carnivores, et donc elles ont beaucoup d'impact, par exemple, sur tous les têtards, les larves de tritons, etc. Tous les amphibiens ont payé un très lourd tribut. À l'inverse, on s'est aperçu que des espèces d'oiseaux, et notamment les hérons, les cigognes, les ibis, ont bénéficié comme nourriture de ces écrevisses et ont explosé. En tout cas, leur population qui était en mauvais état à cette époque-là, eh bien, ont pu se stabiliser, voire augmenter de façon significative parce que cette nouvelle ressource alimentaire est arrivée. Et par ailleurs, on a pu on a fait des études sur cette espèce, on a vu que souvent, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez de la colerpa en Méditerranée, là, cette algue qui a été introduite à partir de l'aquarium de Monaco et qui a envahi petit à petit la Méditerranée. Et on s'est dit, mais elle avait une telle dynamique qu'on pensait qu'elle allait éliminer les herbiers de Posidonie, etc., etc. Et effectivement, elle a connu une croissance exponentielle au début. Et puis, à un moment, l'écosystème se régule, il y a des mécanismes qui se mettent en place. Et maintenant, la colerpa, vous en voyez quelque part, mais comment dire, elle fait partie maintenant de l'écosystème et elle n'a plus cette même dynamique. Et bien pour les écrevisses de Louisiane, c'est la même chose. On s'est aperçu qu'elle est toujours là. Par endroits, elle est très abondante, mais en fait, elle est moins abondante qu'avant. Et on s'est aperçu surtout parce qu'au début, on a eu tendance à pêcher le plus possible d'écrevisses de Louisiane pour dire il faut les sortir du milieu. Et en fait, en les pêchant, on s'est aperçu qu'on relançait la dynamique, on relançait en fait des jeunes. Et on s'est aperçu en fait que plus une écrevisse de Louisiane est vieille, plus elle est détritivore et plus elle est jeune, plus elle est carnivore. Et donc, en fait, on voit qu'on a intérêt à les laisser vieillir, et elles auront beaucoup moins d'impact sur le milieu naturel, et au contraire, elles vont rendre des services en triant et en consommant les déchets. Et à l'inverse, si vous retirez les grosses écrevisses, eh bien, vous relancez la dynamique, et là, vous avez un impact très fort sur beaucoup d'autres espèces, notamment les amphibiens. Donc, vous voyez que oui, c'est un vrai problème, mais il n'y a pas des solutions blancs ou noirs. Bon, je pense que Hélène, ça répond. Tu as la réponse à ta question, je pense. Voilà, parfait. Une autre question? On ne voit pas demain se lever. Okay, le crabe bleu en Languedoc.
aussi. Et oui, tout à fait. Voilà. Donc là, typiquement, c'est le crabe bleu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est une espèce là aussi qui vient, qui est dont la zone d'origine, c'est tout le littoral des États-Unis, hein, enfin même au-delà, enfin, d'Amérique du Nord et un peu du Sud, et qui a été importé, on pense, par des eaux de ballast, par des cargos, et qui est petit à petit s'est répandu sur les côtes. Et on l'a vu il y a quelques années dans les lagunes des Pyrénées-Orientales. Et elle arrive petit à petit, y compris dans les lagunes du sud de la France et de la Corse. Et avec une dynamique, là aussi, on est dans la phase de pic de dynamique, c'est-à-dire hein, de pic explosif, où ces crabes qui sont extrêmement mobiles, extrêmement agressifs, beaucoup plus agressifs que le crabe vert, qui est le crabe autochtone ici. Donc, ils les supplantent, ils les tuent, ils les mangent. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une espèce qui pose vraiment question parce que et on n'est pas capable de le maîtriser. Une fois qu'une espèce comme ça est dans le milieu naturel, il est illusoire de pouvoir le ressortir ou l'éliminer. Donc voilà, on est dans une phase de suivi scientifique très proche, et puis on essaye de le valoriser parce qu'en fait c'est un crabe dont la chair est tout à fait goûteuse. Et donc voilà, on essaye de voir s'il n'y a pas des filières économiques à mettre en place pour pas simplement subir les conséquences de la présence de cette nouvelle espèce, mais aussi pouvoir en tirer profit. Très bien. Il y avait une question de Philippe et ensuite une de Jean-Yves, si j'ai bien vu. Et au début de votre intervention, vous avez dit que les 2/3 des zones humides étaient disparues depuis. Montez peut-être un petit peu le... On n'entend pas très bien le son. Je crois que c'est Philippe qui parlait. Oui. Alors, je crois qu'il est au maximum. Vous m'entendez mieux là, si je parle plus Un fort? petit peu mieux. Oui. Au début de votre intervention, vous avez dit que depuis 125 ans, 123 ans, les zones humides ont disparu, 2/3 des zones humides ont disparu. Vous avez parlé de la préservation, mais une fois qu'elles ont disparu, est-ce que c'est un constat sans appel? Est-ce qu'on peut les reformer ou est-ce que c'est définitivement perdu? J'ai bien compris pour la préservation, mais sur entre guillemets, la réparation, est-ce qu'il est possible d'agir ou pas? Oui, tout à fait. Non, c'est une très bonne question. Effectivement, comme je le disais à la fin, juste préserver les zones humides qui restent n'est pas suffisant et il est nécessaire d'engager un vaste programme de restauration et de recréation de ces zones humides qui ont disparu. Alors, c'est pas toujours simple et certaines zones humides, pardon, quand elles sont remplacées par un centre commercial ou un aéroport, c'est un peu compliqué de les restaurer. Mais il y en a quand même beaucoup d'autres qui ont été détruites, soit par du dégradage agricole, soit enfin, pour différents usages qui ont moins d'impact sur le milieu, et donc pour lesquels une restauration est possible. Et puis il y a aussi beaucoup, vous savez, et on le voit à chaque inondation, hein, c'est plein d'inondations aussi, hein, le lit majeur des rivières qui a été diminué, on a bâti des lotissements, plein de choses ou de l'agriculture. Voilà, on a diminué les rivières à leur ligne mineure et à chaque fois qu'elles sortent, ça pose des problèmes. Donc, à la fois pour les zones humides elles-mêmes, pour la biodiversité, mais aussi et surtout pour la sécurité des biens et des personnes, il est absolument nécessaire de restaurer ces zones humides, et notamment en ayant une approche à l'échelle du bassin versant. C'est-à-dire que on voit, comme je vous le disais au début, que c'est vraiment depuis le début de la tête de bassin versant, depuis le sommet des montagnes, qu'il va falloir s'employer à augmenter la capacité de ces zones humides, à absorber cette eau, à l'infiltrer, à alimenter les nappes phréatiques. Et c'est ça qui est un peu le garant d'une sécurité des biens et des personnes qui vivent plus en aval. Et donc, il va falloir, partout là où on peut encore le faire, et parfois, ça peut se faire à coût assez modeste, mais parfois, il va falloir investir et avoir des prises de position courageuses politiquement parlant, eh bien, il va falloir réouvrir, rendre des espaces de liberté, notamment dans ces plaines inondables, hein, dans ces cours de rivière qu'on a canalisés. Et voilà, enfin, depuis 50 ans notamment, on fait à peu près l'inverse de ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on a, la plupart du temps, chenalisé les rivières alors qu'elles étaient méandrées. Donc on a accéléré le flux d'eau et on a rendu plus étroits ces cours d'eau. Et c'est vraiment des lits très mineurs. Et on voit qu'aujourd'hui, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais une des conséquences du changement climatique, c'est que tous les phénomènes, on voit, sont étirés vers les extrêmes. C'est-à-dire qu'on aura des périodes de plus en plus sèches et prolongées, et des périodes de précipitations de plus en plus massives. Et bien aujourd'hui, on voit que tout ce qu'on a fait depuis 50 ans n'est plus en capacité à absorber ces périodes de précipitations massives. Et c'est là où il faut redonner cet espace de liberté et faire en sorte que ces zones humides puissent jouer ce rôle d'amortisseur climatique en les restaurant. Merci. Jean-Yves.
Oui, bonjour. Alors, vous venez de répondre à ma question. C'était comment faire pour effectivement redonner vie à ces zones humides. Donc, moi, je suis dans un département nord-cantalien, un département de montagne. Et c'est vrai que depuis 50 ans, bon, nous ne sommes pas soumis à la culture, donc nous n'avons pas défriché, nous n'avons rien fait et nous perdons finalement ces zones humides. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, comme vous le dites, réfléchir un petit peu à l'hydrologie et soit peut-être favoriser des canaux d'irrigation au moment de grandes crues pour renvoyer le surplus d'eau sur ces zones humides pour les reconstruire? Parce qu'actuellement, même dans notre département d'Auvergne, on a eu un déficit de pluviométrie très importante, une sécheresse après, je dirais, la période estivale, et on n'arrive plus à les recharger, ces zones humides. Donc, quelle est la solution? Oui, merci. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait une solution absolue parce que, encore une fois, ce qu'on commence à connaître et ce qu'on va subir dans les décennies qui viennent, ça va être des phénomènes d'une ampleur inégalée et donc les zones humides ne pourront pas tout, mais néanmoins, elles pourront quand même pas mal. Et ce que vous citez est tout à fait typique, effectivement, hein, que ce soit dans le Massif central ou ailleurs. On voit que, y compris en zone de montagne, on a beaucoup drainé des zones humides de bas-fond. Et souvent, on voit que la restauration est assez facile, en fait, hein, que ça soit dans les tourbières du Jura ou celles du Massif central. Enfin, facile. En tout cas, il suffit, en fait, dans beaucoup de cas, de boucher les drains et donc en fait de dédrainer et on s'aperçoit qu'on arrive à recréer des zones humides, mais là encore faut-il que le propriétaire ou les acteurs du territoire soient d'accord pour cela. Mais dans les phénomènes que vous citez, c'est-à-dire avec des étés qui sont de plus en plus chauds et secs, où on n'arrive plus à capter et à garder l'eau, il nous semble indispensable justement de rendre ces fonctions aux zones humides qui ont été drainées au fil des siècles ou des années, et donc de pouvoir recréer. Donc voilà, ces zones humides de montagne que vous citez font partie de celles qui sont peut-être les plus simples, je dirais, en tout cas en termes de technologie et de coûts, ça n'est pas très coûteux, mais faut-il quand même qu'il y ait une volonté politique locale et c'est pas toujours garanti. Il y a des financements pour ça, que ça peut être de l'Agence de l'eau ou de l'Union européenne, et on voit qu'il y a des programmes qui sont tout à fait probants dans différents endroits où on arrive à restaurer et à retrouver des fonctions hydrauliques, à recharger ces nappes phréatiques lorsqu'il y a nappe, mais en tout cas avoir des milieux qui récupèrent cette eau et dont on peut en profiter un peu plus tard dans la saison. Et juste préciser, quand je vous disais, on travaille beaucoup sur l'analyse d'images satellitales. On a par exemple dressé à l'échelle de l'ensemble du bassin méditerranéen, ensuite on fait des zooms pays par pays, sur l'historique, toutes les zones humides qui existaient dans le passé et voir celles qui existent aujourd'hui et celles qui ont disparu, eh bien, arriver à affecter un coefficient de facilité de restauration. Je vous disais, restaurer, quand on a fait un aéroport à la place d'une zone humide, ça paraît compliqué, mais il y en a plein d'autres sur lesquels il nous semble qu'il y a vraiment un potentiel de restauration qui est assez abordable. Et donc, on apporte ces cartes aux différents décideurs à l'échelle d'un pays ou à des échelles de zoom un peu plus focalisées pour leur dire, voilà, nous, notre analyse du territoire, c'est ça. Maintenant, confrontons-le avec votre vision du territoire. Est-ce que vous pensez, il nous semble que là, il y a un endroit où on pourrait restaurer une zone humide à moindre coût. Est-ce que ça vous semble vrai? Et si oui, est-ce que ça vous semble réaliste? Est-ce que il y a une volonté, un intérêt pour vous, décideurs, vous, citoyens de ce site-là, pour s'engager dans ce processus de restauration? Je vais peut-être prolonger la question qui vient d'être posée pour aller de façon un petit peu plus générale face à tout le réseau de la Fondation du patrimoine qui est sur le terrain, qui voit des projets, qui identifie on va dire, différents peut-être remèdes à apporter. Quels seraient là alors, on a dans le portefeuille des projets de la Fondation du patrimoine énormément, je dirais une grosse majorité de projets qui ont trait à la préservation de milieux humides au sens très large, des tourbières, des étangs, des lacs, etc. Ceci étant, ce qui est toujours peut-être un petit peu plus compliqué, c'est de se dire, après avoir écouté toutes ces informations, comment est-ce que la Fondation du patrimoine peut identifier de façon pertinente des projets sur lesquels, tiens, ça vaudrait peut-être le coup d'alerter tel et tel ou de susciter tel et tel porteur de projet, et à l'inverse des mises en garde contre ce qui pourrait être peut-être des fausses pistes, des fausses solutions. Alors je sais qu'on n'a plus que 25 minutes, donc, et j'ai bien conscience que ma question pourrait apporter,
avoir une réponse qui tienne en une journée. Mais en gros, pour orienter un peu toutes nos équipes qui sont sur le terrain et qui, encore une fois, identifient bien ces problématiques et maintenant sont encore plus sensibilisées, je pense, à l'intérêt et aux enjeux de préserver ces milieux-là. Mais quelles sont peut-être les clés de lecture à avoir? À quoi faut-il être attentif, à la fois pour essayer de susciter des bons projets, mais aussi pour résister à ce qui serait des fausses bonnes solutions? Effectivement, vaste question. Euh, D'abord, enfin, pour identifier des projets, des initiatives potentielles qui pourraient être d'intérêt, on a la chance d'avoir en France un réseau naturaliste très dense et très compétent. Et donc, en général, chaque région a son conservatoire d'espaces naturels, a ses associations naturalistes. Il y a beaucoup de parcs naturels régionaux qui ont des spécialistes de ces milieux-là. Et donc, c'est des gens qui ont une compétence forte et une connaissance assez intime de ces milieux-là et qui ont des idées sur les enjeux d'un territoire, à la fois en termes de pression, mais aussi de potentiel de restauration. Donc, je pense que la Fondation et ses relais locaux ne devrait pas hésiter à se rapprocher et à s'appuyer sur ses compétences locales. Encore une fois, je ne crois pas qu'il y ait une seule région, un seul département ou une seule petite région de France qui soit dépourvue de ce type de compétences. Ensuite, elles sont plus ou moins fortes, mais en tout cas, il y a toujours des gens qui ont cette connaissance, on va dire, naturaliste, biologique, parfois scientifique, et qui peut être mobilisée. Et puis, bien sûr, il y a aussi toute une connaissance vernaculaire. Encore une fois, la science, c'est bien, mais ce qui est important, c'est de mêler l'approche scientifique et puis la connaissance par les acteurs locaux qui ont une connaissance beaucoup plus, on va dire, empirique et vernaculaire, mais qui est aussi extrêmement importante, notamment sur les anciens qui ont connaissance d'un territoire qui, à l'époque, avait des mares, des ceci, de cela. Et on peut recréer, on peut retrouver à la fois, et c'est très porteur pour un territoire de restaurer des choses qui, notamment lorsqu'on est la Fondation du patrimoine, cette dimension patrimoniale est extrêmement importante. Donc de pouvoir retrouver, grâce à la connaissance des anciens, des éléments liés aux zones humides. Et en fait, les zones humides, à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça encore, étaient structurantes pour tous les territoires, hein. Chaque ferme avait sa mare, chaque village avait son étang ou son lavoir, etc., etc. Et tout ça a disparu dans l'indifférence générale. Et donc, il nous semble que sous cette approche patrimoniale, au sens à la fois patrimoine naturel, mais aussi patrimoine culturel, il y a vraiment un travail d'exploration, hein, d'inventaire à faire, là aussi en mobilisant le savoir des anciens qui est vraiment précieux et qui, à mon avis, peut être très fructueux, peut donner plein d'idées sur voilà, la recréation de mares, d'étangs, tout ce petit réseau qui paraissait insignifiant et en fait qui est vraiment la trame ce tissu vivant de la planète. Ben, ça tient sur ça, sur des choses qui, à l'échelle d'un territoire, peut paraître un peu, oui, sans grande importance, voire incongru, une petite mare ici ou un petit étang là. Ben, en fait, c'est ça qui fait que des espèces fonctionnent, qu'il y ait des corridors biologiques entre ces différents éléments et que la vie puisse se faire dans une forme assez harmonieuse. Donc voilà, il me semble, enfin, j'ai mal répondu à la question, mais en tout cas, la première chose, c'est ça, c'est n'hésitez pas à vous appuyer sur à la fois les acteurs naturalistes du territoire et sur les acteurs on va dire, de la connaissance plus vernaculaire et historique de ces territoires. Et en croisant les deux, à mon avis, on a des choses assez prometteuses. Et ça tombe très bien puisque nous avons des partenariats avec aussi bien les parcs naturels régionaux, les centres, les CEN, etc. Donc, ça fait un motif supplémentaire de se rapprocher d'eux. Ce que je comprends aussi, c'est que quand on voit, et on le voit dans pas mal de projets, qu'il y a de la lutte contre les espèces invasives, il faut y regarder à deux fois avant de foncer tête baissée parce qu'il peut y avoir aussi, in fine, peut-être un apport positif de certaines espèces invasives, ou en tout cas dans la durée, elles peuvent apporter aussi du plus. Alors, soit elles peuvent apporter du plus, en tout cas pour certains aspects, soit leur impact négatif souvent s'amoindrit au fil du temps. Ouais. Ça, c'est une chose. Et l'autre élément, c'est que là aussi, c'est un peu un mythe de Sisyphe. On s'aperçoit qu'il y a plein de sites sur lesquels, et nous-mêmes à la Tour du Valar, on a choisi par exemple de lutter contre deux espèces invasives végétales et on déploie une énergie incroyable. Dès qu'on voit un plan ici, on l'arrache, mais on sait qu'on perdra à terme. Et donc il y a un moment, parce que l'ensemble du territoire est complètement colonisé par ces espèces-là, et des espèces qui ont un pouvoir de colonisation, l'une par voie aquatique, l'autre qui produit des millions de graines. On sait que de toute façon, à terme, on ne pourra pas tenir. Donc il y a un moment, voilà, les espèces invasives, c'est une connotation aussi très, comment dire,
comment dire, ça nous confronte à, enfin, c'est l'étranger, voilà, ça a une approche philosophique assez forte, et donc on est assez souvent, on veut garder notre patrimoine tel qu'il était, tel qu'on l'a connu, mais en général, sur un plan purement de la faisabilité technique et scientifique, ça n'a aucun sens de lutter contre des plantes invasives, surtout quand c'est en milieu aquatique. Une espèce marine, hein, je vous parlais du crabe bleu, euh, personne dans le monde n'a jamais réussi à éradiquer une espèce qui s'est propagée dans le milieu marin ou dans des milieux aquatiques de grande ampleur. Donc vous pouvez toujours essayer, en espérant être le premier, mais voilà, c'est un peu présomptueux et vous risquez de dépenser beaucoup d'énergie pour un résultat qui ne sera pas là au bout du compte. Donc voilà, il y a un moment, il faut aussi là aussi faire preuve d'humilité et avoir et preuve de accepter des choses qui peuvent être compliquées. Et effectivement, il y a des espèces qui vont disparaître parce que, même si on est attaché à ces espèces, mais parce que les conditions de vie, soit les milieux, soit les conditions climatiques, soit des espèces concurrentes, font que une espèce donnée à laquelle on peut être attaché ne pourra plus se maintenir à l'emplacement où elle était jusque-là. Ça fait partie de la vie. Autre question. On a déjà abordé plein de sujets, mais il n'est peut-être pas épuisé. Il y a plusieurs questions dans le... Sinon, Françoise. ensuite... Et sinon, Christine, juste, il y a des questions dans le chat. Dans le chat, d'accord. Alors, Françoise qui a levé la main, et puis ça me donne le temps de regarder comme ça les questions. Merci, Julie. Oui, moi, c'était peut-être plus une remarque d'abord sur... on voit combien la voie est délicate entre les actions à mener, hein, qui laissent la main à la nature, hein, comme vous l'avez dit, et finalement à la vie des éléments eux-mêmes, hein, qu'on ne maîtrise pas non plus complètement, ni maintenant, ni en plus à l'avenir. Et puis la nécessité quand même des décideurs de préserver les services rendus, hein, qui est aussi le terme que vous avez employé, donc, et en même temps le besoin de sécurisation accrue de la population, hein. Et ma question, c'était à partir de ça, est-ce que vous avez des actions de médiation préventive auprès des publics, pour, comme vous le disiez, pouvoir faire mieux comprendre les enjeux? Oui, merci. Oui, alors on essaye effectivement, et donc aujourd'hui, je considère que ça fait partie de ces moments de sensibilisation, mais on a développé, je vous le disais, notamment ce 5e programme qu'on appelle Interface Sens-Société, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte que toute cette connaissance, qu'elle soit empirique, vernaculaire ou scientifique, puisse être mobilisée pour alimenter des politiques ambitieuses pour préserver et pour restaurer ces zones humides. Et donc on a plusieurs mécanismes. On a mis en place, en tout cas à l'échelle du bassin méditerranéen, je peux vous en citer quelques-uns, mais donc il y en a un, par exemple, on a fait un observatoire des zones humides méditerranéennes, et donc on a été mandaté par les 27 pays du pourtour méditerranéen pour être un espèce de hub scientifique, où avec beaucoup de chercheurs sur tout le pourtour de la Méditerranée, on collationne beaucoup de données pour alimenter des indicateurs qui viennent renseigner les politiques publiques des différents pays. Vous savez qu'on vient de parler de la COP28, la COP climat, mais il y a d'autres grandes conventions. Il y en a une sur la biodiversité, une sur le climat, il y en a même une dédiée aux zones humides, donc dans lesquelles les pays s'engagent à un certain nombre d'éléments politiques pour préserver ces milieux-là. Et bien donc nous collationnons cette donnée scientifique, nous l'analysons et nous produisons des indicateurs qui permettent à chaque décideur, à l'échelle du bassin méditerranéen dans son ensemble, mais aussi à l'échelle de chaque pays, voire par endroit à une échelle régionale, de pouvoir donner des éléments de mesure qui disent, voilà, quel est l'état des zones humides, quelles sont les pressions qui les affectent, quelles sont les solutions, quelles sont comment dire, les forces motrices. Et on voit notamment, c'est beaucoup la démographie, c'est beaucoup l'urbanisation qui en fait déporte l'agriculture qui vient préempter les zones humides. Souvent c'est ça, hein, dans beaucoup de pays méditerranéens. Donc voilà, les renseigner sur quelles sont les dynamiques en cours qui viennent affecter ces zones humides, et ensuite les renseigner sur quels services écosystémiques, quels services rendus par ces zones humides sur lesquels tel ou tel pays ou telle ou telle région peut parier, peut vraiment mettre en œuvre des actions, et en s'inspirant d'autres exemples un peu partout en Méditerranée ou ailleurs. Voilà. On a monté aussi ce qu'on appelle l'Alliance méditerranéenne des zones humides, où là, ce sont cette fois, parce que donc l'observatoire, c'est un mécanisme science-décision, donc c'est ciblé vers les décideurs des différents pays, les différents ministères en particulier. Et on a fait un peu l'équivalent, mais cette fois pour la société civile.
cette alliance qui regroupe environ 35 organisations non gouvernementales je crois, 17 ou 20 pays, je ne sais plus où on en est exactement, en Méditerranée, eh bien, de la même façon, fait à la fois des campagnes de communication pour promouvoir ces zones humides, mais aussi pour alerter régulièrement. Il y a des projets, là par exemple, il y avait un projet de grand complexe touristique en Albanie qui menaçait de détruire une zone humide. Eh bien, on a mené une campagne à la fois de communication, mais aussi une campagne de plaidoyer au niveau politique, au niveau, bien sûr, des dirigeants albanais, mais aussi de la Commission européenne, etc., pour faire comprendre. L'idée, c'est pas d'attaquer. On n'est pas dans un mécanisme de confrontation. On est là dans un mécanisme d'accompagnement pour expliquer que cette installation touristique a peut-être des bénéfices très importants pour la société albanaise, mais que ça se fait au détriment d'un autre capital, d'un patrimoine naturel qui lui aussi peut apporter de gros bénéfices à la population albanaise. Et donc c'est expliciter et être à l'appui des autorités albanaises et différents acteurs, ce qu'on peut faire de différent, qui préserve cette zone humide, mais qui apporte une plus-value, qui apporte un gain et un bénéfice économique aux populations locales. Voilà, par exemple, les types de mécanismes qu'on met en place. Merci. Alors, dans les questions, il y en a 3. Quelles sont les actions que vous avez menées en faveur des flamants roses? On va commencer par celle-là. Alors là, pareil, vous avez 3 heures. Alors, pour les flamants roses, en quelques mots, donc je vous disais, la Tour du Velin a maintenant 70 ans, elle a été établie elle aura l'an prochain 70 ans, elle a été établie en 54, juste à l'après-guerre, et le fondateur de la Tour du Velin, qui était un passionné d'oiseaux, dès les années 50, s'est intéressé à tous les oiseaux de Camargue, et bien sûr aux flamants roses, qui était l'emblème de ce site-là. Et pour s'apercevoir qu'en fait, cet oiseau, tout emblème qu'il était, sa vie n'était pas très rose. En fait, il était assez menacé. Et il avait, en particulier, il était, à cette époque-là, dans les années 50, il n'y avait aucune loi de protection de la nature. Donc, on pouvait tout à fait tuer, tirer sur un flamant rose, prélever ses œufs, etc., etc. Et donc, et on s'est aperçu notamment, je vous parlais des anciens salins, dans les années 60, les salins étaient en pleine expansion, et il y a des lagunes naturelles qui étaient naturelles dans lesquelles nichaient les flamands, qui ont été enserrées de digues pour en faire des salins, et on s'est aperçu dans les années 60, pendant 10 ans, les flamants roses ne se reproduisaient plus en Camargue, sachant que, je ne l'ai pas précisé, mais les flamants roses sont un oiseau un peu particulier, qui se reproduit, en colonie. Donc ils ont besoin d'être très grégaires, de taille assez respectable, sur des îlots de ce sédiment qu'on a en Camargue, qui a une espèce de vase de boue, de sable, et avec son bec, sur ces îlots, il fait des espèces de petits monticules, comme un petit volcan, un petit cône, avec une coupelle en haut, dans lequel la femelle pond un œuf unique, et le mâle et la femelle se relaient pour nourrir le poussin pendant un temps comme ça. Et puis une fois que le poussin est assez grand, tous les poussins de l'îlot, de la colonie, se réunissent dans ce qu'on appelle une crèche, sous la surveillance de quelques adultes, pendant que les parents vont se nourrir parfois jusqu'à 200 km du lieu de la colonie, et le soir, ils reviennent, et au cri simplement, ils reconnaissent leurs petits, parmi des milliers de petits, et ils viennent les nourrir en régurgitant à la fois un mélange fait notamment ils sont très friands de ce qu'on appelle l'artémia, c'est une petite crevette qui se développe dans les salins, dans le milieu très salé. Et donc, c'est un mélange de cette crevette prédigérée et puis de sang produit par le jabot, qui est un mélange extrêmement nutritif et qui fait que les poussins se grandissent très vite. Tout ça pour dire que ces colonies, dans les années 60, pendant 10 ans, alors que la Camargue était un des seuls sites dans tout le bassin méditerranéen à voir les flamands se reproduire régulièrement, et bien pendant 10 ans, il n'y a plus un seul flamand qui se reproduit en Camargue. Et dans les quelques autres sites qui étaient en Espagne, Guadalquivir, et bien pareil, il y avait quasiment plus de reproduction de flamands, et donc l'espèce était menacée de disparition de l'ensemble du bassin méditerranéen. Et donc c'est à cette époque-là qu'on a dit, on va faire quelque chose, et on a émis l'hypothèse que le problème, c'est qu'il y avait effectivement plus de sites de reproduction qui leur étaient favorables. Soit ils étaient dérangés, soit les îlots qui existaient ont été détruits par la force des vagues ou par les flamands eux-mêmes, sous l'érosion de leurs pattes. Et à l'époque, dans ces grandes lagunes naturelles, les éléments faisaient que d'une année à l'autre, les tempêtes créaient ou défaisaient des îlots. Et une fois que ces îlots étaient enserrés de digues, il n'y avait plus de dynamique naturelle. Ces îlots étaient juste érodés et ne se recréaient plus. Donc, avec la Compagnie des Salins du Midi, on a créé un îlot artificiel, on a bâti dessus des faux nids de flamands avec des seaux, etc., etc. Et au bout de 2 ans, ça a marché, les flamands sont venus, et grâce à ça, on a pu depuis les années 70, avoir une reproduction extrêmement
satisfaisante chaque année. Et donc, grâce à ça, cette population de flamants roses qui était menacée de disparition s'est trouvée en très bon état de conservation en Camargue, mais après, bien au-delà. C'est-à-dire que les flamands qui vivent en Camargue eh bien, sont allés un peu plus au sud ou à l'est, et ils sont allés en Turquie, en Algérie, en Tunisie. Et donc, maintenant, il y a des colonies. Alors, il n'y en a pas beaucoup, encore une fois, il y a au maximum une quinzaine de sites sur le pourtour méditerranéen qui sont favorables, et la plupart d'entre eux n'hébergent pas de colonies tous les ans. Il arrive qu'une année, par exemple, il y a des sites en Algérie où on a connu une reproduction de flamands tous les 50 ans, par exemple, des choses comme ça, parce que les conditions météorologiques étaient favorables. Il y a pu avoir un vaste espace inondé et un îlot comme ça, isolé de de l'activité des hommes ou des animaux, qu'il s'agisse des chiens errants ou des sangliers. Voilà. Donc ça, c'était le début de l'histoire. Et alors ensuite, désolé si je suis un peu long, et arrêtez-moi si c'est trop long, mais pour arriver à ce bagage ce parrainage des flamants roses, mais parce qu'une fois qu'on les a protégés, c'est bien, mais en fait, pour protéger une espèce, il faut savoir quelle est son écologie, comment elle vit. Et en fait, on ne savait pas du tout, parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un flamand qu'un autre flamand. Il n'y a rien qui distingue un mâle d'une femelle, si ce n'est la taille. Lorsqu'il y a un très grand flamand, c'est forcément un mâle. Lorsqu'il y en a un très petit, c'est forcément une femelle. Mais entre les deux, ça peut être un mâle ou une femelle. Vous ne savez pas s'il est vieux ou s'il est jeune. Enfin voilà, on n'avait aucune information. Et donc, bien sûr, pour avoir une stratégie de conservation, il vaut mieux savoir est-ce qu'un animal vit longtemps ou pas, etc. Et en fait, dès les années 70, donc on a bagué, je vous disais, chaque année, plusieurs centaines, près d'un millier de poussins, avec 2 bagues, une bague en métal du Muséum d'histoire naturelle, et puis sur l'autre tibia, on mettait une bague qu'on fabrique nous-mêmes, avec un code alphanumérique unique, lisible à distance, avec un télescope. On peut lire à 300 mètres cette bague, et donc on peut reconnaître comme ça, sans avoir accès à l'individu, reconnaître un flamant rose. Et aujourd'hui, on a bagué, je ne sais plus combien, 250 000 flamands à peu près dans l'ensemble du bassin méditerranéen, en Camargue et ailleurs. Et aujourd'hui, on a tout un réseau d'observateurs un peu partout sur le pourtour du bassin méditerranéen qui, à chaque fois qu'ils lisent une bague de flamants roses, nous renvoie cette donnée, et on a un administrateur de base de données, on a quasiment 1 million de lectures de bagues qui est stocké là-dedans et qui nous permet comme ça de comprendre la vie de chaque individu. Et alors, ce qu'on a découvert est assez intéressant, c'est d'une part que, vous voyez, on a commencé les premiers bagages en 77, et bien en 2023, il y a encore plusieurs individus bagués, donc nés en 77, qui étaient en train de se reproduire. Donc vous voyez, à 45 ans, 46 ans, un flamant rose peut toujours se reproduire. Et ça, c'est une donnée essentielle. Vous savez probablement que les mésanges, elles vivent 2-3 ans maximum. Et vous voyez que les stratégies de reproduction de la mésange est très différente. Elles font souvent jusqu'à 12 œufs. Et leur stratégie, c'est optimiser, assurer en un temps limité une reproduction optimale. Le flamand, lui, c'est l'inverse. Il fait un œuf maximum chaque année. Et s'il ne se reproduit pas une année, c'est pas grave, il attendra l'année d'après. Et si c'est pas l'année d'après, c'est pas grave, il attendra 3 ou 5 ans. Et ça marche. Donc voilà. Et une espèce longévive, comme ça, qui vit très longtemps, a une stratégie de reproduction qui est très différente des autres. On a aussi trouvé que, parce que vous savez, les flamands font des parades nuptiales, et qui commencent maintenant d'ailleurs, ça commence en décembre, et ça s'étale jusqu'en janvier, février, et au mois de mars, les flamands s'accouplent, et ils pondent en avril. Et donc, pendant ces parades, on voit en fait que ils ont une espèce de chorégraphie qui est plus ou moins élaborée. Et lorsqu'on voit la façon dont les flamands s'apparient, d'une part, on s'est aperçu que, en suivant les flamands bagués, que le taux de divorce chez les flamands, c'est 100% tous les ans. Ils changent de partenaire tous les ans. Alors, ce qui est assez original, parce qu'en général, les oiseaux qui vivent très longtemps, par exemple les albatros, eux, c'est exactement l'inverse. Ils sont fidèles absolument au même partenaire. Et si l'un des partenaires meurt, l'autre partenaire ne se remet pas avec un autre partenaire jusqu'à sa mort. Et bien les flamands, c'est l'inverse. Eux, ils ont choisi de changer de partenaire tous les ans. Et ce qui est original, c'est qu'on s'est aperçu en fait qu'ils s'apparient avec des partenaires de même classe d'âge, c'est-à-dire les jeunes avec les jeunes et les vieux avec les vieux. Et on aurait pu penser que les vieux cherchent les jeunes, mais en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Au contraire, ce qu'ils cherchent, c'est les vieux. Et en fait, ce n'est pas tellement les vieux, mais c'est les expérimentés. Et c'est cette parade nuptiale qui est comment dire, la vérification de l'expérience, puisqu'un oiseau expérimenté fait des parades, enchaîne des figures plus élaborées qu'un oiseau jeune et peu expérimenté. Et donc, voilà, c'est en faisant toutes ces parades qui sont assez étonnantes. Je ne sais pas si vous avez vu, des fois, voilà, tout d'un coup, ils ouvrent leurs ailes tous ensemble d'un coup comme ça, ils montent la tête et ils tournent à droite et à gauche. Enfin, voilà, c'est plusieurs figures, et la succession et l'enchaînement des figures est plus ou moins élaboré, et plus c'est élaboré, plus ça veut dire que c'est un flamand expérimenté, et donc un bon reproducteur.
Donc en fait, les jeunes se reproduisent avec les jeunes parce que les plus expérimentés ne sont plus accessibles, pas parce qu'ils cherchent des jeunes. Voilà. Et puis, autre élément, c'est que le flamand aussi se maquille. On s'aperçoit que, vous savez, la plupart des oiseaux ont une glande qu'on appelle uropygiale sur le croupion. Il produit un espèce de liquide qui est gras et qui permet d'imperméabiliser ses ailes. Donc on voit souvent les oiseaux qui vont caresser là, avec leur bec cette glande et puis ensuite étaler ce liquide euh, et, ah, pas étanchéifiant, mais vous voyez, imperméabilisant, pardon, je vais y arriver, voilà, sur leur plume. Et il se trouve que les flamands, qui se nourrissent je vous disais, ces petites crevettes qui sont des Artemia salina, et cette crevette elle-même se nourrit d'une algue microscopique qui s'appelle Dunaliella salina, et cette algue produit un pigment caroténoïde, qui fait la couleur rosée des marais salants. La crevette mange cette algue, pardon, et donc ce pigment, et le flamand, lorsqu'il se nourrit beaucoup de ces artémias, bien, cette huile produite par sa glande uropygiale est rose-orangée. Et donc, en fait, en période de parade nuptiale, ils s'enduisent de cette huile et parfois un flamand qui est souvent, vous voyez, plutôt blanc avec les ailes rouges, eh bien là, il est rose mais presque orangé, ceux qui sont les plus maquillés. Et donc ça aussi, un flamand qui est très maquillé, ça veut dire qu'il est en bonne condition physiologique et donc ça veut dire que c'est un reproducteur avec lequel on aura plus de chances d'avoir une descendance nombreuse et en tout cas solide. Voilà, donc c'est tous ces éléments qu'on a pu au fil des ans trouver par différents travaux de recherche et qui nous permettent justement d'affiner la stratégie de conservation. On s'aperçoit que voilà, c'est pas grave du tout si une colonie ne peut pas, si une année ou deux eh bien, si elle n'est pas en capacité à accueillir des flamands, c'est pas grave, ils attendront un an ou deux, et puis pour peu que au bout de 3 ou 4 ans, ils puissent se reproduire, la survie de l'espèce sera garantie. Donc voilà, c'est tout ça qui est assez passionnant à étudier, et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre, de véhiculer à travers ce petit schéma d'adopte un flamand. Juste pour vous préciser, alors désolé, c'est la page de pub, mais je ne suis pas dans une approche mercantile, faites vraiment ce que vous voulez, mais donc bien sûr c'est déductible des impôts, mais l'argent qui est récolté à travers ce parrainage, en fait, va à des activités de recherche sur cette espèce et notamment sert à acheter des longues vues, hein, des télescopes et des jumelles qu'on donne ensuite à nos partenaires qui sont notamment sur le sud ou l'est du bassin méditerranéen, dans des pays où ils n'ont pas accès à ces matériels ou à des coûts qui sont prohibitifs. Donc voilà, on leur offre ces éléments-là pour qu'ils puissent observer les flamands et nous renvoyer toutes ces données qui permettent de mieux comprendre cette espèce et d'en tirer des stratégies de conservation. Le plaidoyer était passionnant et excellent. Voilà. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de notre séquence. Peut-être une toute dernière petite question. Que pensez-vous de projets de restauration de zones humides qui avaient été créés puis abandonnés par l'homme, canaux créés puis obstrués? Pardon, j'ai oublié dans le micro. Si je comprends bien la question, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais c'est peut-être pas comme ça que je la comprends. En tout cas, quand je parlais d'un certain nombre de zones humides qui ont été drainées, et pour lesquelles en fait il est assez facile de les remettre en condition en simplement rebouchant les canaux de drainage, en supprimant les principaux éléments de drainage. Donc oui, on peut, et il est souhaitable de restaurer des zones humides dans ces conditions-là. Maintenant, là, c'est vrai que c'est des zones humides qui ont été créées par l'homme. Eh bien, je suis pas sûr d'avoir une réponse très pertinente là-dessus, mais enfin, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, hein, quand je vous disais que chaque village avait son étang ou son lavoir pour d'un étang ou sa mare. Beaucoup d'entre elles, en fait, ont été créées par les hommes. C'était pas forcément des zones humides naturelles. Elles ont été créées parce qu'elles apportaient un service à la communauté locale. Eh bien, oui, je pense qu'effectivement, il y a un vrai intérêt à retrouver cette histoire et à recréer des milieux qui sont assez merveilleux, quoi, hein. N'importe qui se penche sur une petite mare, un enfant ou un adulte, c'est un monde, hein, donc on peut s'y perdre et y passer des journées. Donc oui, tout ce qu'on peut faire pour restaurer ces milieux-là, n'hésitons pas. Il y a un appel à visite guidée. Je me permets juste de dire que j'ai eu la très grande chance de pouvoir assister à vos journées portes ouvertes de février de cette année. Est-ce que vous recommencez l'opération à la Tour du Vala, donc en début d'année, surtout partant du principe que c'est votre 100e anniversaire, le 100e anniversaire. Donc, est-ce qu'il y aurait une opération spéciale à laquelle ceux qui sont intéressés pourront se joindre?
Alors oui, donc c'est le 70e anniversaire. Et, Le 70e, pardon, pas ouais, 60. ouais. Pardon. Mais donc oui, bien sûr. Donc chaque année, on fait le premier dimanche de février une journée porte ouverte, puisque en fait, vous savez, il y a des journées mondiales pour tout, pour plein de choses, y compris pour les zones humides. Et la journée mondiale des zones humides, c'est le 2 février, c'est la date de la signature de cette fameuse convention. Je vous parlais de la convention sur le climat, la convention sur la biodiversité. Eh bien, il y a une convention dédiée aux zones humides qui est partie de la Camargue, d'ailleurs, qui est partie de la Tour du Valat dans les années 60 et qui est arrivée au bord de la mer Caspienne dans une ville en Iran qui s'appelle Ramsar. Elle a été signée en 71, le 2 février 71 dans cette ville de Ramsar, et donc c'est la convention dite de Ramsar. Donc voilà, donc les 2 février, c'est une journée mondiale des zones humides, et donc nous, le dimanche qui est le plus proche du 2 février, donc je crois que c'est le 4 février cette année, on organise une journée porte ouverte, et donc on aura grand plaisir à vous accueillir et vos amis et tous ceux qui le souhaitent. Et donc, on a une diversité d'activités, à la fois des conférences sur des thématiques. Et donc là, cette année, puisque c'est notre 70e anniversaire, il y aura 2 conférences. Chaque journée mondiale a un thème. Cette année, le thème, c'est le bien-être humain. Comment ces zones humides peuvent nous procurer des éléments pour le bien-être des hommes. C'est un peu, en grande partie, le thème de ma présentation d'aujourd'hui. Donc, il y aura une conférence sur ce thème-là, les zones humides et le bien-être humain. Et puis une autre sur l'histoire de la Tour du Valat, puisque c'est nos 70 ans. Donc, voilà, les 70 ans d'histoire de la Tour du Valat. Et puis, il y aura beaucoup d'activités diverses et variées, des promenades naturalistes, des découvertes du paysage, l'explication de ce que nos experts de poissons font, des choses pour les enfants, de la dégustation de nourriture issue des zones humides, enfin voilà, un certain nombre de choses. Ça, c'est cette journée mondiale des zones humides. Et puis, alors, on est un site qui est fermé au public, sauf une petite partie. Alors, petite partie, c'est quand même pas mal. Il y a 120 hectares qui sont, eux, ouverts en permanence. Donc, si vous vous promenez par là, ça s'appelle les marais du Verdier. Et c'est une partie de la Tour du Valat qui est gérée avec les habitants du village d'à côté pour leur rendre service. Et donc, enfin, pour que chacun, pour justement qu'on teste la faisabilité du partage et où chacun trouve un bénéfice. Donc, il y a à la fois de la chasse, il y a des gens qui ont leurs chevaux, qui mettent leurs chevaux là-dessus, il y a l'école qui fait des sorties pédagogiques, il y a plein de choses comme ça. Et donc, il y a tout un groupe qui est là et vous pouvez visiter ce site-là quand vous voulez, jour et nuit. Et sans ça, c'est simplement quelques journées par an. Donc, la journée mondiale des zones humides, je vous le disais, en février, mais aussi la journée du patrimoine, la journée de l'environnement en mai. Donc, il y a quelques événements comme ça où on a des événements. N'hésitez pas à aller sur notre site web si vous le souhaitez, hein, tourduvalat.org, et vous devez pouvoir trouver, je ne sais pas où d'ailleurs, mais on doit se trouver un lien pour pouvoir envoyer un mail, faire savoir que vous êtes intéressé à avoir les informations sur les activités qu'on organise. Et on vous enverra ça avec plaisir. Bien, un grand merci. On a dépassé de 2 minutes l'horaire, mais c'était absolument passionnant. Toutes les questions n'ont pas pu être traitées, mais peut-être que je les ferai. Alors, il y en a, par exemple, sur le modèle économique, ça c'est expliqué dans le rapport d'activité de la Tour du Valat, qui vous finance, etc. Donc, en tout cas, merci à la fois à Jean et puis merci à vous tous d'avoir été passionnés par ce sujet. Je pense on aura à partir de janvier, fin janvier, février, on continuera ces séries de formation, information, acculturation avec d'autres thématiques, notamment grâce à nos 2 autres membres du conseil scientifique qui se sont également portés volontaires pour venir discuter avec vous. Et puis, d'ici là, je vous souhaite à tous de très, très bonnes fêtes. Julie, je ne sais pas si tu voulais rajouter un petit mot, mais en tout cas, merci à tous, très bonnes fêtes, et puis à l'année prochaine. Julie, je te laisse de baisser le rideau. Et merci à Jean. Non, rien de plus. Merci, vraiment un grand merci à Jean et merci à toutes et tous. Et bonne fête de fin d'année un petit peu en avance et à bientôt. À bientôt, merci. Au plaisir, au revoir, merci. Merci beaucoup, à bientôt.